La pratique de la recherche en contexte international. Liliana Mitkova, bonjour. Bonjour. Liliana Mitkova, professeure des universités, Université d'Évry-Val-d'Essonne, directrice du LITEM, le laboratoire de recherche en gestion de l'Université d'Évry et de l'Institut Mines Télécom Business School. Absolument. C'est ça, j'ai tout bon. Faire de la recherche en contexte international. Qu'on soit bien d'accord d'abord, je ne reçois pas sur publier à l'international, c'est pas ça le thème, hein. C'est comment on fait de la recherche en gestion à l'international. Et vous travaillez sur les brevets. Oui, effectivement, l'objet en fait de cette recherche à l'international sont les brevets d'invention, parce qu'en sciences de gestion, on s'intéresse aux fonctions stratégiques de brevets en lien avec la compétitivité des entreprises à l'international. Aujourd'hui, au sein des entreprises, le brevet n'est pas un simple moyen de protection, mais en effet, c'est un outil stratégique qui accorde un avantage concurrentiel à l'international à l'entreprise. Et en fait, depuis 2000, le statut même de brevet change dans l'entreprise et il est positionné par l'entreprise au centre du processus d'innovation. Et du coup, il a un impact sur l'ensemble de ce processus, notamment la recherche, le développement, la production et la commercialisation au niveau international. Et du coup, le management de brevet se situe au cœur de l'opposition modèle d'innovation fermé ouvert. Exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, le management des brevets, le portefeuille de brevets, rassure et sécurise les managers dans l'échange et dans les collaborations à l'international. Donc, du coup, le brevet est à la base, si on peut dire, du nouveau business model de l'entreprise à l'international. Justement, c'est le brevet qui permet, d'une part, de créer de la valeur grâce à l'acquisition de connaissances à l'extérieur, de connaissances protégées. Et en même temps, ça permet aussi de rentabiliser le portefeuille de brevets grâce justement à l'offre de brevets à l'international sous plusieurs formes, notamment en particulier la licence. Donc cette complicité et cette intégration de brevets avec l'innovation qui est vraiment le facteur clé pour se développer à l'international fait que justement la recherche est d'abord complexe et puis elle doit se diriger vers l'international effectivement. Vous êtes un programme de recherche au long cours, hein, et dans le cadre de ce programme de recherche, vous travaillez notamment sur la Chine. Voilà, c'est un programme de recherche de long cours qui est commencé depuis les années 2000, mais il faut dire que c'est un programme de recherche qui a été développé en 2 temps. Donc on n'est pas allé directement sur le terrain de la Chine. Premièrement, on s'intéressait des entreprises françaises, les grands groupes industriels français qui travaillent à l'international, notamment avec les pays émergents et notamment avec la Chine. Et donc on a travaillé pendant 10 ans, on a accompagné ces entreprises pendant 10 ans pour mieux comprendre ce qu'elles appellent le management global du brevet, qui justement réunit 3 aspects du management du brevet à l'international. D'abord l'aspect stratégique, ensuite l'aspect marketing et enfin l'aspect organisationnel. Quand on s'intéresse à l'aspect stratégique, on s'est rendu vite compte que en fait, la stratégie de brevet au niveau international, elle doit fortement être liée à la stratégie générale de l'entreprise. Donc, ceux qui travaillent, le département propriété intellectuelle, le département brevet, est fortement lié avec le CIO et avec la stratégie générale de l'entreprise. Et là, justement, on a identifié des comportements très variés et très opposés par rapport à ces stratégies de brevet à l'international. Donc, d'une part, on a identifié des stratégies qu'on appelle défensives, c'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise, l'objectif de management de brevet, c'est plutôt de protéger le cœur de métier de l'entreprise et ensuite de l'exploiter par elle-même à l'international dans les pays émergents, c'est-à-dire de vendre les produits qui sont issus du brevet à l'international. C'est la première stratégie. Et la seconde, qui est vraiment à l'opposé, c'est ce qu'on appelle la stratégie offensive, c'est-à-dire que le brevet est utilisé en tant que source de revenus
c'est un produit à vendre et c'est également un moyen de standardisation et d'avoir une présence internationale très forte grâce justement à l'utilisation de brevets et de la concession des licences. Ça, c'est la première approche. La seconde approche, qui est justement liée avec ce développement à l'international et le lien avec les technologies, avec le marketing et avec le marché de technologie, concerne justement cette approche marketing des entreprises par rapport au marché de brevets. Et c'est là qu'on a identifié, pareil, 3 groupes de comportements par rapport à l'international. Donc on a bien sûr les réfractaires qui n'utilisent pas le marché de brevets parce que bon, ils sont plutôt réticents. Mais on a également ce qu'on appelle les commerçants. C'est-à-dire pour eux, le brevet est vraiment un produit à vendre à l'international. Et par exemple, Technicolor, ils ont créé un service spécial aux États-Unis pour répondre à patent troll qui sont aux États-Unis. Et troisièmement, il y a un autre comportement qui est beaucoup plus réfléchi, ce qu'on appelle les stratèges, c'est-à-dire en fait la stratégie d'ouverture, de collaboration, d'ouverture de modèles d'innovation est liée avec la stratégie de brevet au niveau international. Et là, ces entreprises ont des structures bien particulières à l'international. Et du coup, on arrive à notre troisième approche, parce qu'on s'est dit, OK, il y a des stratégies de brevet qui se développent, qui évoluent les 15 dernières années. On a une approche par rapport au marché de brevets qui évolue également. Mais pour mettre en place finalement cette évolution et pour changer la culture de l'entreprise par rapport à management de brevets à l'international, il faut avoir des changements organisationnels qui accompagnent cette vision stratégique qui évolue. Et donc là, c'était une découverte très intéressante parce qu'on s'est rendu compte que selon la culture de l'entreprise et selon l'impact de la gestion de brevets dans l'ensemble de processus d'innovation, on a des structures complètement différentes qui permettent justement d'utiliser le brevet au niveau international. Par exemple, quand on est dans une stratégie plutôt défensive, on a un fonctionnement qui est plutôt centralisé. Par contre, quand on est dans une stratégie plutôt offensive, on a des structures qui sont décentralisées, qui sont dédiées à cette ouverture, à ces négociations avec les partenaires. Par exemple, Technicolor, ils ont créé un service licensing de 15 personnes qui ont généré 400 millions d'euros par an grâce justement à l'utilisation des marchés de brevets dans un objectif de standardisation. Alors j'évoquais la Chine. Voilà, la Chine, justement, c'est la deuxième étape de notre programme de recherche. Après avoir sur un sujet comme ça, si on ne va pas en Chine, c'est même pas la peine d'attaquer le sujet. Absolument, parce que c'est le pays qui a la plus forte dynamique les 15 dernières années en termes de nombre de dépôts de brevets au niveau national et maintenant au niveau international. Et parce qu'aussi, il a une politique et dynamique d'innovation très forte et très soutenue, d'une part par le gouvernement, mais d'autre part par tous les acteurs de l'innovation. C'est facile de faire de la recherche dans ce contexte ? De toute façon, c'est passionnant pour faire de la recherche dans ce contexte. Et aussi, il faut savoir comment faire de la recherche dans ce contexte-là. Et notre approche, c'était justement d'identifier des équipes de recherche qui travaillent sur l'innovation et qui sont identifiées également en tant qu'équipe phare par le gouvernement chinois et qui sont dédiées à travailler sur comment faire de l'innovation et comment gérer les brevets en Chine les 15 prochaines années. Et donc notre première étape, notre première opportunité, c'était de travailler avec l'une de ces universités qui font partie des top 100 top universités en Chine. C'est l'Université centrale d'économie et de comptabilité, avec lesquelles nous avons travaillé pendant 2 ans pour identifier vraiment, pour se rendre compte des grandes étapes dans la politique de protection de la Chine et également des grandes étapes de développement de la politique d'innovation en Chine. Et également, troisième élément, de comprendre la mise en place et le fonctionnement du marché de technologie en Chine. Ça, c'était notre première étape, de comprendre exactement les mesures qui ont été prises en place, des mesures en termes d'investissement, en termes de structure, en termes de plateforme, etc. Ça, c'était notre première expérience, parce que ça fait déjà 8 ans qu'on travaille avec eux.
Une deuxième expérience, on a ensuite continué avec notre université qui est Beijing Institute of Technology. Et l'objectif de cette collaboration a été d'utiliser les bases de données brevets qu'il possède et qu'il utilise pour travailler dans un objectif justement comment ces bases de données peuvent nous aider à mettre en place des innovations collaboratives. Donc, comment identifier le partenaire technologique le plus approprié pour mettre en place une innovation ouverte. Et donc, on a justement travaillé ensemble avec eux sur ces sujets-là pour arriver à la fin sur un sujet qui est très particulier et qui est très difficile justement d'approcher. C'est le sujet du licensing, de la concession et de l'achat de licences dans le cadre de processus d'innovation ouvert. On s'est rendu compte les 5 dernières années que la Chine s'intéresse beaucoup à développer ces processus d'ouverture et donc la Chine possède une base de données licence, ce qui est, je pense, unique au niveau international parce que dans les pays européens, on n'a pas une base de données licence puisque les licences ne sont pas, disons, saisies quelque part dans le pays. Et du coup, c'était une double satisfaction, si je peux dire, de travailler avec eux pour, d'une part, comprendre les process de licensing en Chine. Et on s'est rendu compte qu'on ne connaît pas, mais finalement, on fait de licensing in, c'est-à-dire l'acquisition de licences. On fait également de licensing out, c'est-à-dire offre de licences, mais dans certaines conditions. C'est juste dans des objectifs pour standardiser, pour entrer dans les process de standardisation internationale ou pour entrer sur des marchés bien particuliers à l'international. Et on était également surpris du fait qu'on fait également de la licence croisée. Donc, en fait, les 3 process qui peut-être dans les pays européens ne sont pas forcément développés en parallèle, on découvre qu'en Chine, ces process sont fortement développés, en sachant qu'il y a des politiques au niveau régional très particulières. Et donc, on a suivi cette politique de concession et d'achat de licences, région par région, pour comprendre les tendances et les mesures qui sont mises en place au niveau du gouvernement local, des provinces locales, pour stimuler ces processus. Donc, on a travaillé sur ces problématiques-là avec l'université de Sichuan à Chengdu. Faire de la recherche sur un sujet aussi stratégique, c'est compliqué. Ça suppose de sortir de son bureau, ça suppose d'aller sur place, et puis ça prend du temps. Voilà, et de la longue durée. Absolument. Merci Liliana Mitkova. Merci.